Mais dans cette vision-là, tu vois, il faut que tu fixes des choses assez ambitieuses. Donc, c'était aller signer. Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on discute des meilleures stratégies pour générer plus de leads qualifiés, conclure plus de deals et rendre vos équipes de vente plus performantes. J'invite des experts de la vente pour partager des méthodes concrètes déjà testées qui vous aideront à transformer vos résultats. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute! Hello Adrien, comment tu vas? Hello Laetitia, ça va super bien et toi? Bah ça va super. Écoute, je suis super contente de te recevoir sur Vendu pour cette série que je fais actuellement sur le sales management. Et donc tu vas être le premier à ouvrir le bal. Donc super contente. Toi et moi on s'est rencontrés dans une formation de Winning by Design sur le revenu architecte et j'avais beaucoup aimé en fait du coup ton approche. Et j'aimerais qu'on parle du coup de management. D'abord, avant ça, présente-toi en quelques mots, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Ok, et avec plaisir. Et déjà, je suis très content de démarrer cette saison avec toi. Faut que je sois à la hauteur de tes attentes. Pour me présenter, j'adore commencer par ça. Je suis papa de deux petites filles de 5 ans et de 8 ans. J'ai 39 ans. J'ai grandi à Lyon, dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne. Et j'ai fait une école de commerce, je suis parti vivre en Chine. C'était ma première expérience professionnelle. J'ai démarré dans la vente à ce moment-là. Et donc, je suis passé par un parcours, je pense, assez classique aujourd'hui, sauf que ça a démarré en Chine, mais de SDR, sales, à manager en 3 ans. Et c'était dans une entreprise qui organisait des salons B2B et B2C sur différentes thématiques. Donc, un peu comme le salon de l'auto, le salon de l'agriculture. Moi, j'ai organisé des salons sur le direct marketing, le service aux expatriés, la food et le premier salon sur les jets privés et les hélicoptères en louant la moitié de l'aéroport de Shanghai. Donc, complètement dingue. Ensuite, je suis revenu en France et là, je suis rentré dans la tech, mais à moitié dans la tech et dans le retail. Je suis rentré chez Apple. J'ai fait 8 ans chez Apple où j'ai démarré l'aventure des Apple Store en démarrant par Lyon et puis ensuite Paris. J'ai eu différents rôles là-bas, mais pour le faire de façon assez simple, ce que j'ai fait, c'est développer le B2B dans un environnement B2C, les Apple Store, pendant 8 ans, au départ en contribution individuelle. Ensuite, j'ai eu la chance de passer sur un rôle de manager, le management de l'Apple Store d'Opéra, qui est une fourmilière géante, c'est une énorme machine de guerre. Et puis ensuite, je suis parti à Cupertino, au siège d'Apple en Californie, parce que j'avais soumis des idées à Apple pour pouvoir améliorer la détection, la qualification du business, de l'acquisition dans les Apple Store à travers nos terminaux de paiement. Donc j'ai fait quelques mois là-bas, donc c'est incroyable. Je suis rentré et là j'ai eu un dernier rôle chez Apple où j'étais en charge des 100 plus gros comptes entreprises, donc un peu un rôle de Key Account Manager pour les 100 entreprises qui achetaient le plus de produits Apple en France. Donc c'était un mix entre des clients un peu corpo traditionnels dans l'assurance, dans le bancaire ou des clients institutionnels et une cinquantaine de très grosses startups aujourd'hui avec Doctolib, vente privée, Ledger, Content Square, ce type d'acteurs. Là, c'était pile un moment où je pense, j'étais un peu à la croisée des chemins, où j'avais envie de retrouver la dynamique que j'avais pu avoir en Chine, dans l'effervescence d'un pays qui s'ouvre, que j'avais eu aussi chez Apple avec des équipes, des Apple Store dans lequel tu as une concentration de talent, d'énergie, de sortie de produits, où tu as beaucoup d'effervescence. Ça me manquait un petit peu au siège, même si c'était une ambiance qui était plus diplomate. Donc, t'apprends des choses un peu différentes. Mais moi, je pense que je suis quelqu'un qui adore le rythme, l'énergie, les phases de construction et les phases énergisantes. Et donc là, j'ai eu l'occasion de pouvoir rejoindre Welcome to the Jungle en octobre 2019. Donc à l'époque, on était 100. C'était une entreprise qui avait déjà le même modèle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une base média avec une énorme stratégie de contenu et puis une équipe qui a pour objectif de pouvoir aider les entreprises à pouvoir mieux communiquer pour pouvoir recruter in fine les talents de demain. Et donc aujourd'hui, je suis rentré en tant que sales. Je pense que c'était super intéressant pour moi d'avoir l'humilité de se dire qu'importe le parcours que tu as pu avoir avant, c'est cool de choisir une entreprise basée sur les rencontres que tu as en entretien, la confiance que toi tu as sur ce que tu peux apporter par la suite, mais de pas faire preuve trop d'ego sur ce que tu as pu faire précédemment. Ouais, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut toujours rester simple et humble. L'entreprise, c'est quelque chose de vivant. Elle va te mettre là où tu apportes le plus de valeur si tu choisis la bonne boîte. C'est ça un peu mon credo. Et donc là, j'ai eu des rencontres super inspirantes
pendant la phase d'entretien avec l'équipe RH, avec une personne qui était déjà sales manager, avec la personne qui était en charge du développement du business, et Jérémy qui est le fondateur de Welcome to the Jungle. Trop cool. Waouh, quel parcours. Du coup, bon, Welcome to the Jungle se développe de jour en jour avec des nouveaux pays, etc. Donc ça te demande beaucoup de challenges. Moi, j'ai voulu t'inviter parce que effectivement, on avait déjà abordé ensemble les questions de management, et j'aimais bien en fait un peu ta vision. Toi aujourd'hui, pour toi, le management, c'est construire des systèmes, c'est construire la bonne architecture. On a souvent en fait, c'est un peu ce cliché de dire en fait pour avoir une bonne équipe, faut recruter les bonnes personnes, avoir un peu les high players, et puis bah tout va se faire un peu naturellement. C'est un peu parfois le cliché qu'on peut avoir, et on va se focus sur le recrutement plutôt que sur le système. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment justement tu l'as intégré aujourd'hui, comment tu l'intègres tous les jours aujourd'hui, cette construction d'architecture, cette construction de système? Déjà, merci, parce que c'est vraiment une question que j'aime trop, qu'on me pose comme ça proactivement plutôt que après avoir expliqué un peu la philosophie. Je suis trop content qu'on aborde ce sujet-là. Je reviens juste au départ sur quand tu parles de management, sur ce que ça veut dire. C'est vrai qu'un des principes philosophiques que moi j'aime dans ça, c'est la construction d'équipe, l'architecture des équipes. Mais je pense que peut-être en préambule, la base la plus fondatrice quand tu es manager, donc que tu gères des gens, que t'en gères 2 ou que t'en gères 2000, c'est que tu dois obligatoirement aimer aider les gens. Moi, ce que je vois comme principe fondateur du management, c'est que c'est des gens qui aiment régler des problèmes, qui aiment s'occuper foncièrement des gens. S'occuper foncièrement des gens, c'est avoir le temps de les écouter, avoir le temps de les aider quand ils vont pas bien, avoir le temps de valider leurs notes de frais le plus rapidement possible, leurs vacances, leur expliquer comment ça marche, la prise de congés payés, la possibilité de se faire aider quand ça va pas bien. Et en fait, moi, j'avoue que j'aime tout dans ce management-là. Je pense qu'il y a des gens qui prennent du plaisir dans le management, dans, tu vois, l'exercice des autres facettes du management, qui sont la construction des équipes, la construction d'objectifs, le fait d'embarquer, de porter une vision. J'avoue que moi, le premier principe qui m'anime, c'est le fait de pouvoir être disponible, utile pour les gens. Ça, c'est le numéro 1. C'est vrai que le deuxième réflexe que j'ai, il est qu'avec n'importe quelle équipe, tu peux faire quelque chose d'incroyable. Et des fois, t'arrives et en fait, ton équipe est déjà présente. Tu vois, la phase où on se dit il faut recruter que des A-players, il faut recruter des gens qui respectent tes principes philosophiques. En l'occurrence, t'as pas souvent ce choix-là, sauf si t'es dans des équipes, j'imagine, fondatrices. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis arrivé chez Apple, il y avait 20 personnes dans mon équipe. Tu vois, j'ai pas pu les choisir. Et en l'occurrence, j'ai toujours la conviction qu'en prenant une base comme ça d'équipe, en changeant l'archi, et en trouvant la meilleure architecture, tu peux faire mieux. C'est comme si tu étais déplacé, tu vois, et que t'arrivais, que tu étais coach dans une équipe, qu'importe le type d'équipe, tu vois, que ça soit du volley, du rugby à 7, on est dans l'actualité, du foot. En fait, en changeant les systèmes, tu dois pouvoir mieux jouer. C'est pour ça que d'ailleurs, des fois, les entraîneurs, tu vois, changent en milieu de match. C'est qu'avec la même équipe, en fonction de ton architecture, tu dois pouvoir avoir un système qui est plus fluide. Et donc moi, je suis arrivé chez Welcome to the Jungle sur ce rôle-là 1 an après être arrivé. Il y avait une quinzaine de personnes. Et j'ai beaucoup étudié les différents systèmes qui peuvent s'appliquer sur des phases de croissance pour en plus choisir le système qui me semblait le plus adapté. Et après, tu as tes principes philosophiques, et puis après, tu as des fois où tu dois mettre en place une architecture parce qu'elle correspond mieux au contexte. Donc ça, c'est un peu on va dire l'étape 2 de après... pourquoi moi j'aime être manager, c'est m'occuper des gens. Le deuxième, c'est j'adore arriver dans la phase de construction où en modifiant seulement, en articulant la bonne architecture, tu vas avoir de meilleurs résultats. Tu vois, c'est vraiment la conviction. Puis après, tu as les convictions à cette équipe, à cette architecture-là, il faut y adosser une vision de qu'est-ce que tu as envie de réaliser ensemble. Combien de temps on se donne. Mais l'architecture, tu vois, pour te donner un exemple précis, je suis arrivé chez Welcome to the Jungle, il y avait 2 managers et 13 sales. Et en fait, dans cette équipe-là, tous les sales géraient la vente sans typologie particulière et avec une organisation, et c'est normal, c'était une phase un peu de croissance logique de Welcome, avec une distribution, tu vois, des leads et des territoires de chasse qui étaient très génériques. C'est assez confondu, et donc on n'avait pas de spécialisation qui permettait à cette équipe de pouvoir bien comprendre comment performer et surtout comment profiter des capacités de chacun. Ok, du coup, justement, en fait, par rapport à ce que tu dis, ok, la bonne architecture par rapport au bon contexte, ça aujourd'hui, est-ce que tu penses que il faut
énormément d'expérience pour pouvoir justement comprendre quelle architecture sera le meilleur en termes de est-ce que tu vas du coup segmenter tes sales en fonction de typologie de clients, est-ce que tu vas au contraire les segmenter en termes de typologie, je sais pas, de panier, est-ce que tu vas avoir justement cette logique SDR, BDR, voilà, cette fameuse question, est-ce qu'on spécialise les sales, etc. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir de l'expérience? Ou est-ce que toi, tu te donnes l'opportunité, depuis, parce que tu as quand même pas mal d'expérience, de tester et d'itérer assez régulièrement? Ouais. Non, je pense qu'il faut pas beaucoup d'expérience. Ok. Je pense qu'il faut être très curieux. Parce qu'en fait, des modèles et surtout des modèles d'organisation et tu vois d'architecture d'équipe commerciale, je suis assez humble pour me dire que tout a été testé. Si tu prends le nombre d'entreprises dans le monde, le plus dur, c'est de trouver la source d'inspiration et la documentation qui correspondent à toi, ton besoin. Moi, un des éléments que j'ai utilisé, c'est un playbook qui a été initié par Balderton, qui est un fonds d'investissement, tu vois, qui a déjà accompagné 500, 600 startups. Donc, tu vois, ils ont éprouvé assez de modèles pour en plus avoir documenté différents types de modèles qui correspondent à des phases. Donc, tu as des phases de scale et ensuite, tu as des phases stratégiques commerciales en fonction de si tu souhaites développer des marchés géographiques, des marchés verticaux par industrie ou des marchés par typologie. Cette organisation, elle est quand même assez templétisée à certains moments. Si tu vas regarder et t'as la curiosité d'aller chercher ces informations-là, tu trouveras toujours des modèles qui semblent mieux correspondre un petit peu à ce que toi, tu as comme objectif. Nous, l'objectif de Welcome to the Jungle à cette période-là, il y a 4 ans, c'était d'accélérer le time to connect sur l'inbound parce qu'on en avait énormément et réussir à distinguer les deux routes entre notre besoin de répondre rapidement à un nombre de prospects de plus en plus volumiques qui nous contactaient tu vois de façon organique et en même temps de continuer un petit peu la chasse mais sur lesquels les taux de closing étaient 6 fois plus faibles. Donc la première orientation que moi j'ai prise c'était d'aller voir la finance pour leur dire là il nous faut une équipe SDR parce qu'on estime qu'on va potentiellement aller plus loin sur la conversion tu vois des leads entrants, on en a 120 130 par semaine. On met trop de temps aujourd'hui à pouvoir les amener à connecter avec nous pour la phase de démonstration et il faut qu'on l'accélère. Ça, c'était ma première conviction. C'est comment est-ce que tu crées une phase de qualification et quelqu'un qui t'accueille un petit peu le plus rapidement possible. La deuxième, c'était d'avoir des équipes qui se spécialisent par typologie et tu vois, c'est là où tu as ce choix-là. Ce choix, il est généralement soit tu le fais par typologie d'entreprise, soit tu le fais par vertical si tu commences à avoir des signaux d'entreprises qui ont des taux de conversion, tu vois, qui sont par exemple 6 fois plus hauts que les autres. Nous, notre premier problème, parce qu'il faut le faire par problème, le premier problème pour moi, c'était on ne comprend pas assez bien aujourd'hui le comportement des différents segments de marché que l'on aborde en termes de taille d'entreprise. Donc que ce soit sur du tout petit SMB qui était vraiment la typologie, le persona de chez Welcome, le mid-market qu'on souhaitait aborder ou l'enterprise. En fait, on avait un comportement qui était, je trouve, assez peu clair sur comment en gagner plus. Et donc à ce moment-là, tu vois, j'ai décidé c'est là où tu croises un petit peu normalement ta conviction d'architecture et ta philosophie. Moi, la conviction d'architecture, c'est qu'il fallait avoir des SDR pour accélérer le début du funnel et qu'il fallait avoir des gens spécialisés par rôle, un peu comme un schéma, tu vois, sur un terrain, tu vois, de foot où il faut que tu aies des gens qui soient placés en fonction de leurs compétences. Et c'est là où il faut que tu aies ton brin philosophique qui prenne forme. Moi, mon brin philosophique, c'est que je veux pas mettre des gens en fonction de leur niveau d'expérience dans un rôle. Ma philosophie sur ce terrain-là, c'est que les gens ont tous des comportements qui peuvent être extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'avoir de la seniorité et d'avoir travaillé 25 ans, tu vois, sur des ventes un peu complexes pour pouvoir être un enterprise. Et une des, je pense, des philosophies que j'ai apprises chez Apple, c'est que les gens sont meilleurs dans certains rôles quand tu as vraiment une connaissance claire de leurs compétences et des compétences qui sont associées au rôle. Et typiquement, on a démarré avec des gens qui avaient 25-26 ans sur le segment enterprise. Donc, tu vois, nous, les boîtes de plus de 1000, les ventes les plus complexes, les plus longues. Et c'était les gens qui avaient 3 compétences et 3 traits communs: patient, capacité à être diplomate et un track record d'avoir travaillé dans une entreprise qui était un peu plus politique. Donc, j'avais quelqu'un qui avait travaillé chez L'Oréal, quelqu'un qui avait travaillé chez Amazon, quelqu'un qui avait travaillé en tant que country manager. Et en fait, on a explosé les résultats avec ces profils-là, alors que tu aurais pu mettre les profils qui avaient le plus d'expérience commerciale. Mais le plus d'expérience commerciale, ça veut pas dire que tu es le meilleur pour pouvoir gérer une typologie de compte qui nécessite, tu vois, des traits de comportement.
Hyper intéressant. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, j'aime bien ta logique de dire que voilà, en fait, il faut avoir une approche problème pour trouver en fait effectivement des solutions. Parce que quand on parle d'architecture, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'hyper. Alors c'est deep, mais on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'expérience. Alors, je sais que dans tout ça, dans cette architecture que tu as créée, dans cette équipe que tu as repris, il y a quelque chose qui est très important pour toi, c'est la culture du feedback, c'est-à-dire que de se dire OK, j'ai mis en place une architecture, je mets en place des process, je mets en place un fonctionnement, mais est-ce que ça match? Et parfois, il faut le retour de l'équipe. Souvent, il y a beaucoup, encore une fois, de clichés là-dessus en disant je vais demander de temps en temps en fait ce qui se passe et voir si les gens sont heureux. Bon, les gens généralement, ils ont pas envie d'être méchants, donc ils disent pas forcément les vraies choses. Toi, en fait, je sais que tu as un process qui est extrêmement précis là-dessus. Est-ce que tu peux en parler, tu peux le partager du coup? Ouais, avec plaisir. Je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai appris chez Apple, qui est une boîte géniale pour ça. Là-bas, le feedback, il est vécu très positivement. C'est-à-dire que tu es entraîné. En arrivant sur ta phase d'onboarding, tu as plus d'une semaine qui est dédiée à ça. Pendant une semaine, ce qu'on t'apprend, c'est à recevoir du feedback et à donner du feedback. Donc, c'est très philosophique au départ. Quand tu viens d'une boîte où c'est pas du tout appliqué, t'as raison. Au départ, t'as la sensation que c'est quelque chose de très éloigné de la réalité. T'arrives pas forcément à comprendre la nécessité de pourquoi est-ce qu'il faut faire ça en termes de culture. Et puis en fait, je l'ai vraiment compris au moment où moi j'étais en capacité d'en donner, où j'en ai beaucoup reçu, où je suis passé manager. Je pense que j'ai retenu de chez Apple sur cette culture-là, ça a 3 gros avantages. Le premier, ça casse le biais hiérarchique. En fait, d'avoir la capacité de recevoir et de donner du feedback sans avoir de contraintes sur est-ce que je suis en capacité de le donner à un manager, est-ce que je suis en capacité de pouvoir remonter quelque chose. Je pense que ça aide vraiment les personnes à grandir, qu'importe leur place dans l'entreprise. La deuxième, c'est que je pense vraiment que ça aide l'entreprise sur des réflexions stratégiques. Quand tu as des gens qui ont la fraîcheur, la conviction que parler peut faire avancer les choses. Et donc, si c'est mis à des échelles où tu as, comme chez Apple, je sais pas, 200, 300 000 employés, ça donne une résonance et une amplification où les meilleures idées, tu vois, vont avoir un écho. Je dirais que le troisième, c'est que ça a un avantage, je trouve, pour être égoïste, très personnel. Moi, j'ai énormément progressé chez Apple grâce à ça. Sur ma 3e année, on m'a demandé de travailler sur un point très spécifique et où j'ai eu des feedbacks tous les jours. Tu vois, il fallait que j'ai la capacité de pouvoir développer la compétence de partager la vision et les choix de l'entreprise pendant 1 an, tous les jours. J'avais un exercice à faire, c'est-à-dire je devais présenter le meeting matinal que tu as chez Apple qui dure 30 minutes. Et chaque nouveauté, tu vois que ça pouvait être une nouveauté produit, une nouvelle coque qui sortait dans une couleur, un process. L'exercice était de traduire la vision d'Apple sur cette nouveauté. Et c'est plus dur à faire quand tu sors une coque, tu vois, d'une couleur bleu ciel, que lorsque tu sors un iPhone 10 avec un nouveau design. Mais en fait, avec de l'entraînement, tu deviens énormément meilleur. Et puis, le but, c'était d'aller demander un feedback à chaque fois, à chaque personne en sortant de ce meeting-là. Et quand t'en reçois, tu vois, sur 250 jours travaillés, t'en reçois 2 par jour, ça te fait 500 feedbacks. T'arrives à déterminer un peu des schémas, des choses sur lesquelles t'es bon et des schémas sur lesquels t'as besoin de progresser. Chez Welcome to the Jungle, je trouvais que c'était quelque chose qui était pas qui résonnait pas encore d'une manière très fluide, alors que tu sentais que c'était une société qui était très ouverte sur le sujet. Tu vois, on a la semaine de 4 jours, t'es dans des ambiances start-up où ça construit et où t'as besoin. Je pense que c'est ultra sain d'avoir les gens qui se disent les choses positivement et de façon constructive, mais t'as besoin que ça fasse partie de la pratique, l'idée par les managers, et que ça fasse partie de la culture de l'entreprise. Sinon, c'est pas quelque chose qui va se répandre et ça va être, tu vois, seulement quelque chose de initié, provoqué par des gens qui ont déjà cette culture dans d'autres entreprises, mais ça ne fera pas partie de la culture de la boîte. Moi, la façon dont je l'ai établi, il y a déjà eu un moment de partage avec mes managers pour leur expliquer pourquoi est-ce que je croyais au pouvoir un peu du feedback pour pouvoir faire grandir les collaborateurs, me faire grandir moi, pouvoir avoir des éléments qui te permettent de pouvoir être plus en confiance sur les choses que tu fais bien et en même temps plus
en construction sur les éléments qui ont besoin de pouvoir être améliorés. Il y a une technique chez Apple, c'est le 2 pour 1. En fait, tu dois faire 2 feedbacks positifs pour en donner un constructif. Et en fonction de ta maturité, t'as moins besoin de respecter ce prorata. En fonction de ton niveau de confiance, tu peux arriver sur des schémas de 1 pour 1. Chez Welcome to the Jungle, moi, il y a une stratégie que j'ai mis en place depuis ma prise de poste il y a 4 ans. Tous les trimestres, je rencontre les 40 personnes que j'ai dans l'équipe pendant un quarter coffee. Donc un quarter coffee, c'est 30 minutes avec chaque personne. Donc c'est très frameworké et un agenda avec 4 parties. La première partie, c'est je veux que la personne puisse me dire assez librement comment elle se sent en ce moment, professionnellement et personnellement, dans la limite de ce qu'elle a envie de me raconter. Mais pour moi, c'est important de m'intéresser vraiment aux gens et d'essayer de comprendre comment ils vont en ce moment. Ça permet aussi de casser le biais managérial, parce que moi, entre mes N-2, les personnes qui sont en stage, les gens qui sont en alternance, des fois et moi, il peut y avoir un manager. Et en fait, tu as envie que les personnes puissent être le plus libre possible de pouvoir s'exprimer avec leur N+1, leur N+2, leur N+3. Ça, c'est la première question. La deuxième, je leur pose toujours la question de savoir est-ce qu'il y a une question en ce moment qui les intéresse? Est-ce qu'il y a un sujet stratégique que Welcome to the Jungle aborde actuellement et sur lequel on est qui les intéresse? Est-ce que tu as beaucoup de tribunes dans les entreprises dans lesquelles tu vas parler de l'orientation stratégique, tu vas pouvoir parler de la roadmap produit, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies commerciales. Et en fait, les gens ont toujours un sujet qui les intéresse un peu plus que les autres. Et plutôt que de les aborder comme ça de façon collective, je leur donne une tribune sur laquelle je leur laisse me poser la question qu'ils ont envie vraiment de creuser, tu vois, personnellement. La troisième, c'est une question plutôt de trajectoire professionnelle. Je leur demande si aujourd'hui ils ont une vision claire de ce qu'ils ont envie de réussir, d'accomplir à 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et est-ce qu'il y a déjà un prochain rôle qui leur donne envie? Moi, ça me permet d'avoir en tête, tu vois, le meilleur hiring plan possible, en fait, d'avoir ces schémas-là. Ça me permet aussi deux fois de donner du feedback aux gens par rapport à des sujets sur lesquels des fois ils sont trop impatients et des fois ils sont pas assez impatients. Et donc ça c'est un super moment d'échange généralement pour dire à une personne qui est SDR, tu vois, d'essayer d'accélérer pour pouvoir aller se positionner sur un rôle de sales, quelqu'un qui est team leader, de peut-être reconsidérer des rôles individuels parce qu'en fait elle prend pas de plaisir dans son rôle de team leader et d'être tu vois très objectifs par rapport à ça. Et la dernière partie, c'est la partie feedback. La partie feedback, ils doivent obligatoirement me faire un feedback positif sur quelque chose que je fais de bien pour que moi, ça me permette aussi de pouvoir continuer à, tu vois, amplifier des philosophies et continuer à les muscler. Et obligatoirement me faire un feedback constructif. Donc là, les premières fois, généralement, ils sont pas très à l'aise ou alors ils vont faire un feedback constructif sur l'entreprise. Moi, c'est extrêmement important que les gens me disent ce que je fais de mal, ce que j'ai besoin d'améliorer, les sujets sur lesquels j'aurais pu faire mieux. Et donc là, le but, c'est d'être extrêmement spécifique, tu vois, et de pas dire, Adrien, j'aimerais bien que, par exemple, tu communiques mieux. Ça, c'est quelque chose dont je peux pas me servir. Mais de me dire, par exemple, Adrien, sur la dernière réunion commerciale de début juillet, sur le sujet, je sais pas, de la prospection, il y a un élément qui était pas clair. Et moi, ça m'a mis, tu vois, le doute sur ce qu'il fallait faire. Et j'ai pas très bien compris pourquoi est-ce qu'on devait attaquer, tu vois, l'industrie du médical en région Rhône-Alpes. Ça, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement précieux pour moi. Aussi parce que c'est temporalisé, c'est précis, je sais exactement ce que je pourrais faire mieux la fois prochaine. Et tu vois, je suis arrivé à un niveau de maturité, moi, sur l'encaissement, la capacité à recevoir le feedback, où j'ai pas besoin d'en avoir 2 positifs pour un négatif. Et eux, pareil, c'est normal, quand t'as pas été habitué à cet exercice, t'es pas super à l'aise de le faire à, tu vois, ton manager, ton N+2, t'as peur un petit peu des retours. Ouais, t'as peur des conséquences. Et c'est normal. Parce qu'il y a toujours ce côté de dire oui, quelqu'un me demande de lui dire la vérité, mais en fait, est-ce que ça va être bien pris? Est-ce que je vais avoir la bonne manière? Donc, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, tu donnes finalement un cadre. T'éduques en fait au feedback en disant un bon feedback chez nous, parce que ça pourrait être différent pour une autre entreprise, c'est contextualiser dans un moment quelque chose qui peut me servir derrière quoi. Et j'imagine que c'est pareil pour le positif quoi. Que qu'ils te disent que t'es sympa, ça te change rien. Ouais, mais ça sert à rien non plus. Non mais en fait c'est pareil, tu vois, justement ouais. quand on me dit Adrien, franchement ta communication elle met toujours la patate. Enfin, en fait, moi, j'ai besoin de savoir exactement quel élément. Est-ce que c'est le mail que j'envoie lundi? Donne-moi un passage qui t'a mis la patate. Explique-moi pourquoi ça t'a mis la patate. Et donc, j'ai besoin que ce soit précis. Mais c'est aussi normal que au début, tu passes par cette phase d'éducation. Je sais pas si tu la connais, mais j'ai une fille de mon équipe qui était vraiment pas à l'aise au début. Elle s'appelle Mylène.
Elle vient juste de passer BDR Enterprise. Ça fait 3 ans qu'elle est chez nous. Elle est vraiment exceptionnelle. C'était vraiment quelqu'un qui était pas à l'aise pour me faire du feedback, qui stressait en arrivant sur ses quarter coffee en me disant vraiment Adrien, j'ai pas préparé, mais je vais te le faire. Puis elle me le faisait par écrit, tu sais, elle me renvoyait le stack après en me disant bah là je vois pas, mais je vais te l'envoyer. Maintenant elle arrive. Alors elle, ça c'est génial. Elle arrive avec un feedback positif, mais elle en a au moins 2 constructifs. Donc là, quelqu'un qui arrive avec ce, tu vois, même niveau après, qui arrive à dire à son N+2 2 éléments. J'ai plutôt d'ailleurs un élément parce que je pense que t'as pas besoin qu'on te donne 10 éléments sur lesquels tu penses que c'est bon, mais je vais t'en donner 2 sur lesquels t'aurais pu faire mieux. Ben là, j'en ai pas beaucoup dans mon équipe qui arrivent à avoir ce niveau maintenant et qui prennent cet exercice comme en plus un exercice qui est extrêmement positif pour eux, et extrêmement positif pour moi. Et moi, ça me convainc aussi dans le fait que c'est une bonne stratégie. Là, c'est quelqu'un qui est passé de SDR senior, et là, elle vient de prendre un rôle de BDR pour l'équipe grand compte sur lesquels on mise énormément chez Welcome. Et je pense que ça a joué sur le fait qu'elle soit de plus en plus à l'aise à pouvoir gérer des situations en fait et des conversations qui sont plus complexes. C'est plus complexe de devoir gérer cette conversation-là. Et aujourd'hui, elle sera plus à même de gérer des conversations avec des clients enterprise. Super. Alors, 40 cafés, ça fait beaucoup par trimestre. Non, c'est pas beaucoup. C'est 40 cafés de 20 minutes. Mais ça, c'est le premier réflexe aussi que les gens ont, me dire ça. Ils me disent ça, c'est beaucoup, c'est un gros investissement. Comment tu trouves le temps? Franchement, je pense que j'aurais pas le temps de faire ça ou le temps de faire tous les semestres. 40 cafés de 30 minutes, c'est 20 heures. C'est 20 heures de travail par trimestre. C'est mon meilleur investissement sur 3 éléments. Hiring plan et vraiment comprendre est-ce que je vais avoir besoin de recruter des nouvelles personnes, est-ce que j'ai dans les équipes des gens qui sont motivés pour aller sur des différents rôles, est-ce que j'ai des gens qui ont envie de partir de chez Welcome et j'anticipe ces conversations avec les HR. Rien que sur ce plan-là, de toute façon, ça vaut le coup. Le deuxième, c'est que j'ai la capacité de pouvoir donner de la matière aux gens sur la stratégie de l'entreprise et donc de t'acheter aussi du temps, de pouvoir avoir des gens qui sont plus engagés. Troisième élément, je sais aussi si les gens vont bien. Et tu vois, est-ce que je me rends compte qu'il y a un élément sur lequel on n'est pas assez bon, qu'on a besoin d'amplifier sur des GSL de 40 personnes, c'est énorme en termes de plus-value. Et dernier, très égoïstement, 20 heures de discussion avec les équipes où on me dit ce que je fais de bien et ce que je peux améliorer, c'est mon meilleur. C'est comme si j'avais un coach professionnel amplifié par 40 personnes. Donc 20 heures par trimestre, je travaille 40 heures par semaine. Ça veut dire que tu as par trimestre 500 heures. 20 heures, c'est même pas 5% de mon temps. C'est vrai. Très bien vu comme ça. Du coup, tu fais que avec des profils français parce que je sais que Welcome vous êtes international. Est-ce que tu vois des différences? Je la pose rapidement, pas forcément, mais des différences en fait au niveau des cultures. Je sais que par exemple vous avez acheté une boîte au UK. Est-ce que c'est plus simple, par exemple, pour des profils anglophones de le faire que des profils français ou pas du tout? Ou c'est une vue d'esprit? Non, culturellement, je pense que c'est plus simple, en tout cas aux États-Unis. Et j'avais eu la chance de pouvoir travailler pendant quelques mois là-bas avec Apple. Et alors, c'est vrai qu'il y avait une grosse différence sur le fait de pouvoir accueillir le feedback, tu vois, plutôt que d'être on va dire un peu précaution. Attends, qu'est-ce que tu vas me dire en éléments constructifs et d'avoir l'impression que c'est quelque chose d'une attaque un peu personnelle. Aux États-Unis, il n'y a pas du tout cette culture-là. C'est vraiment, je pense, des gens qui ont cette notion un peu, tu vois, de service, comme avec les tips que tu vas donner à des serveurs et tout. En fait, plus tu t'améliores, plus ça va être récompensé. Et donc, je pense que c'est très valorisé aux US. Et puis, tu as des boîtes qui ont inventé cette culture du feedback avec Apple, Amazon, les Google, les gros GAFA. Donc, je pense que c'est culturellement moins difficile. En Europe, je saurais pas te dire pour l'Angleterre. La semaine dernière, j'ai eu un échange avec la country manager de la boîte qu'on a racheté qui s'appelle Ota, que j'ai trouvé super sain, tu vois. Elle m'a fait 2 feedbacks, j'en ai fait 2. Mais bon, t'es aussi sur des niveaux de rôle où tu dois être en capacité de pouvoir les accueillir, rapidement. J'ai pas eu trop l'occasion de pouvoir le faire avec des contributeurs individuels. J'imagine que culturellement, tu vois, en Europe, il y a, en l'occurrence, une façon de le faire. Tu vois, il y a aussi, moi, je suis pas à l'aise avec des feedbacks qui sont même fait par des Américains s'ils sont mal faits. Mais je pense que tu vois un feedback bien fait dans ses règles où tu expliques que c'est pour faire grandir, et que t'expliques la méthode. Si au départ t'es pas à l'aise, tu respectes le schéma 2 pour 1, t'es très précis.
en fait, même répéter plusieurs fois, c'est impossible d'être mal à l'aise avec la réception de ce feedback-là. Un feedback qui est difficile, c'est quand tu fais des feedbacks, tu vois, que négatifs. Quand tu fais des feedbacks extrêmement génériques qui sont pas précis. Si tu fais des feedbacks sandwich, c'est-à-dire t'en donnes un positif, t'en mets un négatif au milieu, puis que t'en refais un positif, ça n'a aucun sens. En fait, la personne ne progresse pas. Moi, je suis à l'aise sur le fait que c'est très scientifique, en fait, comme approche ces feedbacks-là. Tu dois respecter un cas, tu dois respecter un temps, tu dois respecter un temps de process et tu dois expliquer un peu une méthode. Et après, la différence, c'est est-ce que tu es à l'aise avec la culture du feedback à une échelle individuelle ou est-ce que tu es à l'aise pour que ça fasse partie de la culture de la boîte? Elle est là pour moi, la grosse différence que tu vas avoir. Ok. Il nous reste, on va dire, une petite quinzaine de minutes. J'aimerais bien justement qu'on aborde un petit peu le fait que il y a l'architecture, il y a la culture feedback, il y a tout ce que toi, tu as eu comme apport. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un peu la difficulté, c'est toi, tu peux avoir une philosophie, tu peux avoir des process. Le plus difficile, c'est le transmettre à des managers pour que ça redescende et que ça forme en fait un peu une culture qui fait que demain, dès que tu fais de la promotion interne, etc., la culture, elle est infusée et du coup, ton système et ta philosophie, elle perdure en fait dans le temps. Ça, je sais que t'as encore un framework assez clair pour sur ce que tu demandes aujourd'hui à un manager en fait aujourd'hui de Welcome to the Jungle. Est-ce que tu peux un peu te présenter, je crois que tu as au moins 3-4 points, au moins brièvement, et peut-être il y en a un sur lequel je trouve qu'on faudra peut-être mettre un peu plus de temps. Je pense que c'est sur la partie vision et sur la partie comment tu gères ton temps, qui pour moi est primordial pour un manager. Ouais. Je pense que c'est une réflexion que en fait, j'ai une philosophie, je pense, mais tu vois, qui continue un petit peu de se muscler ou, tu vois, devenir de plus en plus claire pour moi, parce que je pense qu'il faut qu'elle s'établisse plusieurs fois pour devenir de plus en plus ancrée sur le fait que ça fonctionne. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'y ai réfléchi parce que c'est vraiment un peu comme des entraîneurs de foot où t'as des gens qui sont très offensifs, des gens qui sont très défensifs. Et en fait, avec le temps, normalement, ta philosophie devient de plus en plus nette parce que c'est celle dans laquelle t'es la plus énergisée, c'est celle dans laquelle t'es la plus à l'aise, tu vois, qui te donne envie de la reproduire comme ça de façon répétée. Moi, j'adore dans les moments de cycles commerciaux faciles, difficiles, j'adore me dire que je me maintiens sur cette philosophie, que c'est un peu mon point fondateur. Mais par contre, pour que ça puisse être une philosophie que tu viens répéter, il faut que tu aies un track record. C'est le plus dur. En fait, sans succès, ta philosophie sera très dure à pouvoir être appliquée et à perdurer dans le temps. Parce que là, ta question, c'est comment tu fais pour qu'elle perdure dans le temps. Le seul moyen, c'est que tu aies une philosophie forte qui fonctionne. T'as des gens qui ont des philosophies qui sont très prismées, mais en fait, si elles ne marchent jamais, à un moment, t'auras beau dire, moi, j'ai en tête le plus beau jeu du monde et je veux exactement que mon architecture fonctionne de cette manière-là. Si t'as pas de résultat, ça marche pas. Ça ne marchera pas. Tu vois, je pense que dans une équipe commerciale, le temps pour que ta philosophie fonctionne, elle dépend énormément de tes cycles de vente. Elle dépend du temps que l'entreprise a pour que ta philosophie puisse fonctionner, le niveau de confiance qui à chaque fois va potentiellement être entamé si tu n'as pas de résultats. Moi, ce que je me donne, et c'est un peu un des principes fondateurs de ma philosophie, c'est que je me donne à chaque fois 1 an pour que la philosophie que j'imagine et que j'aime déployer, elle puisse être couronnée, tu vois, de succès. Le succès, il a différents pans. Il peut être sur l'engagement des collaborateurs, sur ton niveau d'attrition, sur les résultats commerciaux, sur la volonté des gens de pouvoir continuer à participer à la suite du projet, sur plusieurs éléments comme ça, et tu as besoin de les établir. Et en fait, c'est aussi un des éléments que j'ai appris, que j'ai adoré chez Apple, c'est de se donner une journée totale pour pouvoir réfléchir à un plan qui va durer au moins 1 an. Moi, je pense que ça m'a aidé d'être dans une entreprise en Chine où je réfléchissais à des événements qui avaient lieu 12 à 18 mois plus tard, parce que même en étant, tu vois, jeune, ça m'a appris à ne pas avoir peur du temps. Et je pense que c'est toujours le mauvais réflexe dans lequel peuvent tomber des managers d'équipes commerciales, des gens qui sont en charge de résultats qui sont très tangibles, comme les ventes. C'est de ne pas se donner le temps pour que ta philosophie fonctionne, et surtout une philosophie qui veut être et durable et pouvoir prendre des trajectoires qui sont complètement folles. Et ça, tu peux pas réfléchir à la semaine, tu peux pas réfléchir au mois, tu peux pas réfléchir au trimestre si tu as envie de construire une entreprise qui va durer 10 ans. Et ça nécessite que tu aies du temps pour pouvoir y réfléchir. Tu vois, je trouve que c'est un très bon investissement, mes Quarter Coffee, pour ce que ça génère, tu vois, derrière en termes d'engagement collaborateur et les facettes et les piliers sur lesquels on a échangé tout à l'heure. 1 an
une journée pour réfléchir à un an de stratégie commerciale, c'est pareil. Je trouve que c'est un très bon investissement de temps. Si derrière, tu as les résultats que tu promets. Ça, c'est un framework pareil que j'ai appris chez Apple et j'ai eu la chance de pouvoir avoir deux très bons mentors sur le sujet qui se donnaient ce temps-là, qui s'offraient ce temps-là, qui avaient des succès. Donc moi, ça m'a aussi marqué. Et en appliquant ce schéma-là chez Apple et en arrivant tout de suite chez Welcome to the Jungle, je pense que je me suis donné du temps au départ pour me dire, je me prends cette journée-là. Et t'as trois piliers sur t'as trois piliers sur lesquels il faut réussir à établir des choix. Le premier pilier, c'est donc tes piliers, c'est premier pilier, c'est ton équipe, le people. Et dans chacun de ces piliers, tu dois te fixer deux objectifs. Ces objectifs, ils doivent être assez visionnaires pour que les gens aient envie de les suivre, assez philosophiques, mais derrière, tu dois les détailler en OKR. Enfin, moi, c'est la méthode que j'ai appris chez Apple. Ce qui manque juste dans les OKR, c'est que t'as pas le point de vision. Donc moi, j'aime bien les appeler les VOKR. Il faut la vision, les objectifs, les key results. Ton premier pilier, c'est pour les gens. Qu'est-ce que tu veux réaliser pour ton équipe? Qu'est-ce qu'elle a besoin de développer? Donc ça peut être une architecture, ça peut être un modèle d'incentive, ça peut être un modèle de recrutement, un modèle où tes managers prennent une place différente. Nous, on a eu, je vais te donner celui d'il y a 2 ans, les deux objectifs dans l'équipe commerciale, c'était de passer sur une nouvelle architecture où les managers deviendraient des coachs et plus des contributeurs individuels. Et le deuxième objectif, c'était de senioriser l'équipe et donc d'apporter plus de valeur dans le career path et le développement des collaborateurs qui étaient des très bons collaborateurs individuels. Ça, c'était les deux piliers. Ton deuxième pilier, c'est l'innovation. Tu es dans une boîte technologique, mais ça marche quand même dans énormément de boîtes. Tu as des boîtes qui peuvent choisir un autre pilier qui va être potentiellement l'impact. Chez Welcome, chez Apple, chez, je sais pas, des boîtes comme Penny Lane, tu vois, Content Square. Tu es dans des boîtes qui doivent continuer d'innover. L'innovation pour nous, et qui en plus, il y a une équipe commerciale, tu avais l'introduction des contrats, par exemple, pluriannuels et aller chercher une généralisation de Welcome to the Jungle en attaquant des nouveaux marchés géographiques. Donc c'était la Nouvelle-Aquitaine, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Mais dans cette vision-là, tu vois, il faut que tu fixes des choses assez ambitieuses. Donc c'était aller signer 100 nouveaux clients sur ces régions-là, aller faire, tu vois, une conférence, créer des partenariats avec les acteurs locaux. Après, tu détailles tout ça en objectif et en carrière. Mais le but, c'était de généraliser Welcome to the Jungle sur le territoire national. Là, t'embarques les gens si tu crées ça. C'est ça ta vision, tu vois. D'être en mode, on est moins parisien, on est national et on est partout. Ouais, mais pour que t'embarques l'équipe, ce que tu veux dire, c'est on veut aller créer de l'emploi sur l'intégralité du territoire. Ouais. Là, les gens, ils ont envie de te suivre. Si tu leur dis, on a envie de signer 100 clients et on se fait un objectif commercial, en fait, les gens ne te suivent pas. Dans toutes les équipes commerciales, t'as envie d'aller signer des clients et t'as envie d'aller gagner des ventes. Mais si tu te dis la vision de la boîte, pourquoi est-ce qu'on veut aller sur ces régions-là? C'est qu'on pense qu'on va pouvoir aller créer de l'emploi. C'est qu'on pense qu'on va pouvoir aller aider des entreprises qui ont besoin de faire rayonner leur marque employeur. C'est qu'on a envie de participer à l'exposition de Welcome to the Jungle à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Et les gens, ils sont comme des dingues. Et c'est ça, et surtout, ce que tu crées là, c'est un engagement durable. C'est pas d'aller signer 100 boîtes. En fait, quand tu as signé tes 100 boîtes, qu'est-ce qui se passe? C'est trop mécanique, ces réflexions-là. Et si ton vrai projet, c'est de faire une boîte nationale ou internationale, il faut l'expliquer à ton équipe. Il faut lui donner les moyens de s'embarquer sur ça. Et le troisième, c'est le résultat. Donc, tu as 3 piliers. Qu'est-ce que tu fais pour ton équipe? Qu'est-ce que tu fais? On a un participant au-dessus, j'ai une tourterelle qui passe comme ça, qui coûte. Et ton troisième, c'est qu'est-ce que tu vas avoir en termes de résultats? Qu'est-ce que tu attends des engagements que tu auras pris pour les gens, des actions que tu auras pris pour les gens? Qu'est-ce que tu attends des bénéfices de ton innovation sur les résultats? Donc, troisième pilier, moi, je pense sincèrement que pour engager les gens le plus durablement et des actions qui vont être pérennes, il faut que tu le construises dans ce sens-là. Et pas, je vais chercher 10 millions d'ARR et après, ok, je ferai peut-être ça pour vous si ça se réalise. En fait, non, ton investissement, c'est qu'est-ce que je fais pour vous? Qu'est-ce que la boîte fait pour être innovante? Derrière, voilà ce qu'on attend en termes de résultats. Et là, tu peux te fixer des choses super ambitieuses on pense qu'on va réaliser la plus grosse année en acquisition pour gagner 2000 clients. On va réussir à avoir un mix où l'équilibre des ventes va se faire entre le SMB et tu vois, le mid-market et l'enterprise. Et même ça, tu peux réussir à en faire une vision qui va permettre d'embarquer les gens, mais je pense que dans ce sens-là, c'est juste quelque chose où ton entreprise ne devient pas une entreprise qui est seulement orientée résultats, mais c'est une entreprise qui accepte que les résultats soient le fruit de ce qui a été mis en place en amont. C'est input versus output, quoi. On va finir sur ça.
Je sais que tu as une gestion du temps parce qu'en fait, là, tu t'as donné plein de choses. Alors même si tu as donné un petit peu des éléments en disant que finalement, c'était pas tant que ça de faire 40 cafés avec par quarter avec ton équipe, mais il y a quand même pas mal de réflexions, etc. Toi, aujourd'hui, ton année, elle est déjà balisée. Il y a déjà tout. C'est-à-dire que toi, tu considères en fait qu'aujourd'hui, qu'un manager, en fait, 90% de ses tâches sont déjà prévisibles. Est-ce que tu peux en dire rapidement et ce sera peut-être l'occasion de te réinviter pour aller plus loin là-dessus. Ouais, mais t'as raison. En tout cas, la gestion du temps, c'est un peu ce que je partage aux managers qui arrivent dans l'équipe ou mon plus gros learning. Je pense que moi, c'est mon meilleur asset. C'est de savoir très bien gérer mon temps en avance. Et je pense pas que je sois quelqu'un qui gère très bien son temps, tu vois, de façon philosophique, mais je suis quelqu'un qui prépare énormément son temps. Je pense que tu vois, j'adore faire du sport et c'est exactement pareil, la planification de tes séances d'entraînement pour que ça se passe bien lors d'une course. Quand tu es un manager d'équipe commerciale, que ce soit en fait, 100% de tes tâches, et tu en parlais là, sont quand même assez connues, assez prévisibles, le temps que tu dois te laisser pour pouvoir aller regarder les résultats, faire des pipe previews, prendre le temps de conversation avec ton équipe, répondre à tes mails et à tes Slack. Et moi, j'avoue que j'ai quelque chose que j'adore faire, c'est de me donner un confort d'esprit de planifier 1 an en avance, ce qui est assez simple au final, puisque comme tes tâches sont assez répétitives, et que tu as de la chance d'avoir des agendas dans lesquels aujourd'hui tu as des fonctions tu vois de récurrence et que tu peux venir personnaliser. Moi, je planifie toutes les réunions mensuelles, les quarter coffee avec mes équipes sur des bases trimestrielles, les pipe reviews toutes les semaines, 1 heure et demie de Slack et d'email tous les jours en début de matinée. La différence, c'est de réussir à les caler. C'est un peu la deuxième étape. Donc la planification, en fait, il faut se prendre du temps. Moi, je prends 4 heures tous les trimestres, qui s'appelle Revamp Agenda, que je planifie aussi, dans lequel je liste toutes mes tâches avec le nombre tu vois, de minutes ou d'heures que cela me prend. Et ensuite, je les planifie avec les récurrences. Au final, c'est un investissement de temps, se mettre une énorme playlist et 4 heures. Et c'est pareil, quand tu t'achètes une année, au final, c'est assez rentable. Ce qui est un peu plus difficile, je dirais que c'est la phase 2, c'est de bien comprendre quels sont les meilleurs moments pour placer ces actions-là. Et ça, je trouve que moi, j'itère toujours. C'est pour ça que je me laisse 2 heures tous les trimestres pour un peu ajuster. Il y a des moments où je me rends compte que, tu vois, réaliser mes mails et mes Slack, c'était plus simple pour moi en début d'après-midi il y a 1 an. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus simple de le faire le matin. Donc, je vais venir réajuster. Il y a forcément des choses qui viennent, tu vois, s'intégrer entre temps. On va lancer un nouveau produit. J'ai besoin d'avoir du temps pour pouvoir communiquer avec les équipes sur ça. T'as plein d'événements qui arrivent, tu vois, j'ai pris une équipe là, en plus pendant 4-5 mois, c'était pas prévu. Et ben j'ai ajusté un petit peu mon temps pour avoir 4, 5, 6 heures par semaine de disponible pour cette équipe-là. Et en fait, moi j'ai plein de tranches de libre dans mon agenda. Tu vois, sur une semaine, je vais dire allez, on travaille 4 jours par semaine, mais je fais on va dire 36-40 heures par semaine. J'ai au moins 28 heures de planifié, mais c'est incroyable. En fait, j'ai 10-12 heures de libre et ces heures, elles sont disponibles pour pouvoir être en veille, pour pouvoir prendre le temps si une personne de mon équipe, tu vois, a besoin de conseils pour pouvoir postuler sur un nouveau rôle, si une personne de mon équipe ne va pas bien, si j'ai besoin de gérer un petit peu les imprévus, les choses qui arrivent un peu on top. Mais toutes les choses qui sont connues d'un head of sales, d'un VP sales, même d'un manager, rencontrer son équipe, prendre le temps pour analyser la data, prendre le temps pour faire des forecasts, aller regarder les patterns pour établir les schémas de succès d'un deal, les problèmes sur des deals. C'est assez connu, mais on n'est pas quand même sur des choses qui sont, tu vois, rocket science, quoi. Eh ben écoute, c'est hyper intéressant. Il est midi pile, on entend la cloche à Marseille. Écoute, merci énormément pour ça. Peut-être un petit dernier mot. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune manager? Il y a un truc qu'il doit retenir, ou un jeune manager, ou quelqu'un qui aimerait être manager, parce qu'il y en a beaucoup de sales qui rêvent, c'est le Graal de devenir sales manager. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, avant? Je leur en donnerais 2. Le premier, je pense que c'est important de pas voir ça comme une fin en soi. C'est vraiment un rôle sur lequel tu dois prendre du plaisir à t'occuper des gens plus que t'occuper des ventes. Normalement, ça c'est un peu pareil. Moi, je crois vraiment au fait que c'est une conclusion, tu vois, les ventes. Mais ta priorité, c'est de devoir prendre du plaisir à gérer les gens. Et dans gérer les gens, il y a gérer tu vois, les problèmes, la vie de chaque personne, les émotions des gens. Je dirais que c'est au moins 50% de ton travail. Et donc ça doit être un vraiment moteur et un driver. Ouais, je pense. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Mais ça dépend, en fait, du nombre de personnes que tu as dans ton équipe. Moi, je pense que maintenant, c'est 80%. Mais comme c'est quelque chose que j'adore. Le deuxième, je dirais que il faut pas hésiter à essayer plusieurs philosophies. Quand tu es jeune manager, tu vas avoir forcément une idée
qu'aura été colorée par une première philosophie, celle de potentiellement ton manager ou celle d'une entreprise dans laquelle tu as été. C'est bien d'en tester plusieurs pour savoir celle dans laquelle t'es la mieux. Des rôles de manager, c'est comme des rôles de sales. En fait, il y en a plein de différents. C'est pas du tout pareil si t'es sales inbound, si t'es sales enterprise, si t'es sales outbound et sur du SMB. C'est moins bien d'en tester 3 ou 4. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir 7 managers différents chez Apple. J'ai eu 3 philosophies que j'ai complètement embrassées, 2 sur lesquelles j'arrivais à naviguer et 2 sur lesquelles j'étais moins à l'aise. Et ça m'a permis, je pense, de pouvoir muscler la mienne et trouver celle dans laquelle j'étais le plus efficient. Et pour moi, pour être le plus efficient, il faut que tu aies envie de courir au taf. Il faut que tu aies envie de te lever le matin et que tu te dises, là, même cette philosophie, si on est dans un moment où elle s'applique moins, j'ai encore envie de la déployer parce que c'est celle dans laquelle je suis le mieux, quoi. Ok, bah écoute, trop cool. Merci beaucoup pour tous tes partages. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Je pense, ça a apporté pas mal de matière. Écoute, je te souhaite un bel été. Mais à toi aussi, un bel été. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.